Yannick Long est l'un de ces marins. Ancien chercheur en biologie moléculaire, il a tout quitté pour vivre aujourd'hui son rêve en offrant des sorties en mer aux touristes de passage sur le vieux port de Marseille. Depuis toujours, Yannick se passionne pour les îles qui font face à la cité phocéenne. Son ami, Éric Homo, est guide du patrimoine. Ça va Yannick? Oh, Alors il y a de la houle ou pas? t'es là. T'es en avance, ça me fait trop plaisir. Allez, Ouais. viens, tu me files un coup de main, tu me Oui. largues devant. Bien sûr. Merci. Éric détient les clés d'une forteresse vieille de 500 ans. Cap vers les îles du Frioul et l'un de ses plus célèbres monuments, le château d'If. Érigé par François Ier au XVIe siècle, le château d'If est la première fortification royale de Marseille. Sa situation stratégique au centre de la rade permet de protéger les côtes d'une invasion, une préoccupation majeure à l'époque. Allez, rentre. Alors là, tu vois, on se retrouve dans la cour intérieure du château. On a le puits central. Cette citerne va stocker les eaux de pluie et va permettre aux occupants du château de tout simplement d'avoir les réserves d'eau nécessaires pour leur survie. Les occupants sont des prisonniers. Au XVIIIe siècle, le fort militaire devient prison d'État. Près de 5000 détenus seront incarcérés ici jusqu'en 1914. Au rez-de-chaussée, les prisonniers vivent dans des conditions déplorables. Promiscuité et manque d'hygiène laissent aux hommes une espérance de vie inférieure à 9 mois. D'autres pourtant semblent bien mieux lotis. Au premier étage, tu vois, il y a des cellules. On va les appeler postérieurement les pistoles. Pourquoi pistole? C'était. Alors, c'est la monnaie de l'époque, la pistole. On paye la pistole et on va avoir un privilège, c'est celui d'être enfermé dignement. Seuls les détenus fortunés ont accès à ces cellules. Plus spacieuses, elles ont des fenêtres et sont chauffées. Pousse la porte, tu vas voir. Cette cellule est assez grande. Hein. Il y a une grande cheminée d'ailleurs. Et tu as vu, elle est assez sombre. Hein. Ouais, c'est austère, l'hiver, quand même, il ouais, faisait ouais. très froid d'ailleurs hein, c'est à quand même l'intérieur bien de ces austère. cellules. Hein. De grands noms auraient été prisonniers ici, comme le comte de Mirabeau au XVIIIe siècle, enfermé à la demande de son père. Mais le château d'If est surtout le théâtre de l'épopée romanesque d'Edmond Dantès. Le comte de Monte Cristo, imaginé par Alexandre Dumas, parvient à s'échapper de la forteresse après 14 ans de captivité. Voilà la cellule du comte de Monte Cristo, qui a été enfermé au château d'If pendant des années et qui va rencontrer l'abbé Faria, qui lui est enfermé dans une cellule en contrebas. Et par ce passage qui apparaît, l'abbé Faria va rencontrer Edmond Dantès et ensuite Edmond Dantès pourra, durant la nuit, emprunter ce passage et s'évader du château d'If. Il a rejoint Marseille à la nage. Et il a rejoint Marseille à la nage. Classé monument historique, le château d'If attire chaque année 100 000 visiteurs. À 15 minutes de mer du Vieux-Port, il offre sans doute la plus belle vue sur la rade de Marseille. Ici, l'histoire se retrouve jusque dans les assiettes. De retour sur le Vieux-Port, Yannick s'apprête à prendre son premier cours de cuisine régionale traditionnelle dans l'un des plus grands restaurants de la ville. Bonjour, je viens voir le chef. Salut Christian. Tu vas bien? Salut, ça va. Eh ben, écoute, on est là, on prépare un peu la cuisine ce matin, quoi. Quel joli plateau. Ça, c'est pour la bouillabaisse. Je suis en train d'en préparer une, si tu veux, je t'explique. Très volontiers. Ah, si je t'explique, il faut mettre le tablier, hein. Voilà. Le chef Christian Buffat est l'un des plus fervents défenseurs de cette recette ancestrale. Il a même créé en 2008 la charte de la bouillabaisse, un art d'origine grecque arrivé à Marseille au 7e siècle. La bouillabaisse, au départ, c'est un peu le plat du pauvre. Le pêcheur, il partait en mer, Ouais. il allait pêcher ses poissons, il revenait sur le quai, il vendait les plus beaux poissons et il lui restait des petits poissons un peu abîmés. Il rentrait à la maison, il les donnait à sa femme, elle lui préparait un bouillon, on rajoutait 2-3 morceaux de pain rassis avec une mayonnaise un peu pimentée, c'est devenu la bouillabaisse. Aujourd'hui, cette spécialité marseillaise par excellence impose des ingrédients bien plus précis, à commencer par le choix des poissons. On met 6 poissons, du congre, là vous avez la galinette, ouais, une jolie tête, moi j'aime bien ça. La vive, d'ailleurs la tête on dirait un peu un serpent. Ça se croise pas, ça. Alors, donc,
Le Saint-Pierre, par ici. Oh, Alors, le poisson Saint-Pierre, noble, le Saint-Pierre, voilà, ouais. donc Poisson il noble, paraît ouais. qu'un jour Saint-Pierre, il est descendu sur terre, il a fait comme ça, tac, il a laissé la trace dessus. Vient ensuite la rascasse, qu'on appelle aussi chapon, puis enfin la lotte. Selon la charte, la bouillabaisse se prépare en 2 temps. Dans un premier temps, on prépare une soupe, d'accord, avec les ingrédients qui sont là et les petits poissons de roche. Donc tu vas m'aider à couper un peu les légumes. Alors je t'ai mis un petit couteau, je dis on ne sait jamais, s'il se coupe le doigt, attention le pouce. Hein. Donc on va tout mettre là-dedans, voilà, hop, comme ça. Les légumes vont maintenant revenir dans l'huile d'olive. Voilà, là on est bien. Le chef ajoute ensuite les épices du soleil, comme les graines de fenouil. Oh là là, rien que là. Ah, quelle odeur, mon Dieu. C'est un vrai bonheur. Alors on va prendre les petits poissons. Voilà. Alors attention, voilà, là, ça chante. Après une touche de safran et quelques tomates pour déglacer les sucs, Christian ajoute la touche marseillaise. Tu vas te pousser un peu. Non, ça va. Ça va chauffer. Hein. Voilà. Vous êtes prêts? Alors, on va mettre un petit peu de pastis. Attention, ça va. Voilà. Regarde-moi ça. Voilà. Une fois mixée et filtrée, la soupe est prête à accueillir la cuisson des gros morceaux de poisson. Tu mets les poissons les plus gros et les chairs les plus fermes en premier. Donc, le congre, fielasse. Le congre. Alors, la bouillabaisse, pourquoi en fait la bouillabaisse Eh ben c'est là, tu vas tout comprendre. Tu allumes le feu. Oui. D'un coup, boum, ça bout. Eh ben tu baisses. Quand ça bout, il abaisse. Quand ça bout, il abaisse. Ah, Et bon. voilà, c'est devenu Ah, ben, là. Et c'est comme ça qu'ils ont C'est créé la devenu la bouillabaisse. Quand ça bout, il abaisse. Quand ça bout, il abaisse. Qui a dit que le français était une langue difficile? Pour accompagner tout ça, Christian et Yannick vont maintenant se consacrer à la célèbre rouille de Marseille, dont on nappe les croûtons. 3 jaunes pour 1 litre d'huile. Ensuite, on va se mettre un peu d'ail. Alors, un peu d'ail. On va mettre, regarde, un peu de piment. Donc, si c'est bien assaisonné, tu n'en mangeras pas beaucoup. Ça, c'est ce qu'on appelle un peu de piment. Un peu de piment, voilà. Ouais. Alors là, dommage que la caméra, elle n'a pas le nez, parce que sinon... Ah là là, là c'est une saveur. Voilà, là, ça sent bon, là. On va pas mettre de la moutarde, parce que la moutarde, c'est vers là-haut, là, le Grand Nord, là, vers Dijon. On va mettre un peu d'eau. Tac, on met un peu d'eau et ça va permettre de faire la liaison avec l'huile. Comme ça, Il ne après la reste plus bouillabaisse, qu'à tu pourras la mélanger faire de sur le façon bateau. énergique avant d'ajouter l'huile. Moitié olive, moitié arachide, c'est ça le secret du maître de la bouillabaisse. Voilà, tu mets un petit coup d'accélérateur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la goûter. Alors ça, c'est le moment que je préfère. Voilà. Voilà. Moi, je vais la goûter aussi. Voilà. Chin. Chin. C'est un peu salé, je trouve. Ah non, elle est délicieuse. Elle est bonne quand même. Un petit peu, un Attends, poil, non, un elle est poil. délicieuse. Non, ça va? Ce plat simple, familial, perfectionné au fil des siècles, Christian Buffa l'enseigne une fois par mois dans ses cuisines. Un secret de moins en moins bien gardé, alors dépêchez-vous de vous y inscrire avant de la déguster en terrasse. Parmi les symboles forts de Marseille, il y a bien sûr le savon, fabriqué ici depuis le XIIIe siècle. Pour en connaître les secrets, Yannick nous emmène maintenant dans l'une des 15 savonneries de Marseille. Un atelier de 1000 mètres carrés au cœur de la ville, où Serge Brunat est la 3e génération de savonniers. Oh, bonjour Yannick. Tu vas bien? Ouais, impeccable et toi? Et regarde, bien sûr, quand je suis avec toi, ça va très bien, regarde. Je vais te donner une blouse et puis on y va. Ah ouais. J'ai C'est hâte. obligatoire. J'ai hâte de voir cette fabrication. Dans cette cuve, un mélange d'huile d'olive et de soude chauffé à 100 degrés. Un liquide corrosif à l'origine, dont la dangerosité va être neutralisée par l'acide gras de l'huile. Une réaction chimique qui permet d'obtenir ce légendaire savon. On va récupérer notre gouttière. Donc là, c'est un bac qui est pour couler, c'est un Oui, bac tout de à coulage. fait. Ouais. Et là, Alors dans cette cuve, il y a le mélange donc huile, soude. ouais. Dans quel pourcentage? C'est Ben, ce qu'on dit, c'est 72% d'huile et 28% de soude. c'est ce qui va donner en fait un label qualité, c'est 72%. C'est la tradition du savon de Marseille. Donc là, en fait, tu mets combien de litres dans cette caisse, hein? Alors la cuve, elle peut contenir jusqu'à 600 litres. Ouais. Et là, cette caisse, elle fait 50 litres. Soit 50 savons d'1 kilo. Le liquide bouillant est ensuite refroidi à l'air libre pendant 24 heures. Le temps nécessaire pour durcir et éclaircir avant d'être découpé. Une opération délicate pour notre apprenti savonnier.
Yannick, si tu veux continuer. Allez, j'ai vu le maestro faire. Donc ici, ouais. Donc c'est vraiment pour morceler, pour le sortir. Il est un peu... Oui, il manque un peu, il faut le manque un laisser peu de- sécher ouais. encore un petit peu. D'accord. Alors le savon D'accord. brut, Ouais. on va ensuite le passer dans des laminoirs pour l'homogénéiser. Et cette machine d'ailleurs date de 1902. Elle a fabriqué beaucoup de savons. Ce sont des rouleaux en granit et on a les catalogues. 1902. Ouais, plus de 100 ans. C'est-à-dire qu'en fait, elle a dû fournir les savons pour les deux guerres. Ah, 14-18 et 39-45 pour les soldats. Bien sûr. Et finalement, donner un morceau de savon de Marseille aux soldats. Donc effectivement, cette machine, en fait, 1902, Elle a participé à l'hygiène des à soldats. l'hygiène des soldats. Dans cette machine historique, le savon séché est broyé en copeaux. Il est ensuite transformé en paillettes, aromatisé et coloré avant d'être moulé. Et ces paillettes, on va les mettre dans la boudineuse pour sortir le boudin de savon. Serge fabrique le savon à l'ancienne, 60 tonnes par an qu'il vend dans le monde entier. Alors là, je vais te couper un savon de 300 grammes. Ça, ce petit bout de fil, là, ce qu'on appelle le fil à couper le beurre. Oui, tout à fait. C'est une corde à piano qui Une va corde à permettre piano, d'avoir une coupe très nette. C'est le fil à couper le beurre. Alors maintenant, si tu veux, tu vas prendre le tampon, 72% extra pur. Tu le centres ici et tu mets un coup de maillet au milieu. Et nous voilà labellisés. Voilà. Et un savon comme ça, en fait, ça a une durée de vie, ça s'altère, ça perd de ses qualités Pas du dans tout. le temps. Regarde. Ce savon-là a une centaine d'années. 100 ans. Eh oui. Et tu peux te laver avec, il sera d'autant plus efficace. C'est-à-dire que si jamais aujourd'hui j'utilise, j'aurai exactement les mêmes qualités que c'est-à-dire au niveau de la Tu propreté. vas ce qu'on avoir appelle une peau de bébé. 72% garantie. Tu me garantis les 72% de peau de bébé? Je suis preneur. Mais la véritable source de jouvence pour Yannick reste la mer, sa passion. Il tient à nous dévoiler maintenant son petit coin de paradis, à 40 minutes à peine du centre-ville, les Calanques de Marseille. 20 km de falaises calcaires, hautes parfois de plus de 500 mètres, qui tombent à pic dans la mer. 4000 hectares classés, devenu en 2012 un parc national très protégé. Sormiou est l'une des rares calanques habitées. Une centaine de cabanons dissimulent un petit port abrité par une digue. C'est là que Yannick retrouve une célébrité de la région, Ça va Jean-Claude? le pêcheur Jean-Claude Bianco. Il me semble que tu es encore mis ici, non? Tu sais quoi, il faudrait que je prenne quelques kilos. Ouais, ben moi, si je pouvais en perdre quelques-uns, je te donnerais volontiers. Tu es en forme? Ah, une forme éblouissante. Ah tu bon. sais quoi? C'est un temps pour aller faire un tour en mer. Eh Et bien, je pense Eh bien, allons-y. qu'on va larguer. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, ouais, allez. On largue? Allez, largue, Allez, on va ça se va, faire un largue. petit tour en mer. Jean-Claude a toujours vécu dans les Calanques. Il est né ici, au bord de l'eau, et son bateau est un peu sa seconde maison. Une barque traditionnelle construite par son père, qui lui a transmis dès son plus jeune âge la passion de la pêche et les secrets des Calanques. Comme celui bien gardé de la grotte Cosquer, découverte en 1985 et qui porte le nom de son inventeur. Voilà cette petite arche qu'il y a là. Oui. Eh bien, dessous, à 32 mètres, tu as l'entrée de la grotte. Ouais. Et après, tu as un boyau de 150 mètres qui part sous la colline. Et ensuite, tu arrives dans une grotte ornée. La grotte Cosquer est une grotte ornée au Paléolithique. Sur ses parois, 200 peintures datées de 27 000 ans avant notre ère pour les plus anciennes. Le niveau des eaux devait être bien plus bas. Exactement. Là, il faut dire que la Méditerranée, depuis cette époque-là, le niveau de la mer a monté de 100 mètres. Ce qui fait qu'à l'époque, l'entrée de la grotte était à l'extérieur. Voilà. La grotte, aujourd'hui classée, est interdite au public. Trop dangereuse pour les plongeurs amateurs. Toi, il me semble que tu as aussi découvert quelque chose d'assez fantastique. On faisait un coup de chalut en partant de l'île que tu vois là-bas. Ouais. On remonte dans les filets, au milieu du poisson, une gourmette. Voilà. Le voilà. Voilà. Cette fameuse La gourmette. fameuse gourmette. Et il n'y avait que ce petit maillon qui dépassait de la concrétion. J'ai mouillé mon doigt, j'ai frotté, et là j'ai vu marqué Antoine. Je frotte un peu plus, et là apparaît de Saint-Exupéry. Et dessous, Reynald et Hitchcock, 386, 4e avenue, New York City, USA. J'ai su plus tard que Reynald et Hitchcock étaient les éditeurs du Petit Prince, qui avaient offert ce gourmette en 1943.
à New York quand Saint-Exupéry écrit Le Petit Prince. C'est grâce à toi. On sait ce qu'est devenu Antoine de Saint-Exupéry. Exact. Sinon, c'était porté Exact. Mais disparu. il était porté disparu depuis Porté le 31 disparu. juillet 1944. Voilà. Cette découverte cruciale en 1998 a permis 6 ans plus tard de localiser l'épave de l'avion piloté par Antoine de Saint-Exupéry pendant la Seconde Guerre mondiale. On habite dans une région, ce n'est pas une région, c'est une marmite de trésors. Exactement, voilà. Un bouillon de culture de trésors. Tout à fait.